Comme une évidence, le podcast des gens qui changent de vie, ou peut-être des gens qui adaptent leur vie à leur envie. Découvrez ici les témoignages de personnalités dont l'activité est publique et à laquelle vous pourrez accéder facilement via les liens mis à disposition dans chaque épisode. Leurs témoignages introspectifs sont aussi des occasions de partager des aspects pratiques et documentés de leurs expériences. Quelle formation a-t-il suivi ? Comment s'est-elle rémunérée ? Comment a-t-il concilié vie perso et transition professionnelle ? Vous entendrez, j'en suis certaine, des parcours inspirants pour peut-être vous aussi, un jour, adapter votre vie à votre envie. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire découvrir le parcours de Mathilde Twill. Aujourd'hui fondatrice de Studio Plume, une agence de création de contenu vidéo et réalisatrice. Hier, responsable de programmes immobiliers. Avec Mathilde, nous avons pu discuter dans les bureaux qu'elle loue à Paris. Dans une salle de réunion neutre et autour d'un thé, nous avons parlé de son premier métier, de la manière dont progressivement elle a su surmonter sa peur de l'inconnu et de comment tout a basculé. Un témoignage personnel et aussi pragmatique pour partager son expérience de la façon la plus précise mais aussi la plus utile. Ah oui, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre les émotions affleurer lors de notre échange. La vie continue, égale à elle-même, danse. Quel était ton métier quand tu as effectué ton changement de vie ? J'étais chef de projet dans l'immobilier. Je travaillais dans le service développement foncier d'un gros groupe d'immobilier qui était spécialisé dans la rénovation de monuments historiques. Et donc j'avais un métier assez polyvalent qui était à la fois juridique, technique. En fait, je m'occupais d'acheter des terrains, de créer un programme immobilier, donc déposer un permis de construire, créer tout un projet avec un architecte, découper des lots et commercialiser. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Non, c'est clair. Et comment tu es venue à ce métier-là ? C'était ta formation initiale ? J'ai fait du droit parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, je savais que je voulais aller vers quelque chose de sécure, on va dire. Voilà. Et du coup, j'ai fait du droit, comme beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi faire, à l'université Paris 2. Donc j'ai passé mes années, tant bien que mal. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ça, mais j'ai fait mon droit, quoi. Voilà. Et puis à la fin de mon master, je me suis dit, attends, juriste, c'est un peu au cafard. Qu'est-ce qu'il y a comme métier qui bouge un peu, tu vois ? Donc j'ai trouvé l'immobilier, et donc j'ai fait un master 2 dans une école d'immobilier, et j'ai trouvé ce métier ça s'appelait, le terme exact c'est responsable de programme immobilier, que je trouvais un peu polyvalent. On allait sur le terrain, on suivait des chantiers, on travaillait avec des archis, donc il y avait un côté un peu créa aussi, travailler avec des archis. Et puis l'urbanisme et la construction, c'est quand même des métiers passionnants, tu vois, moi je trouve. Donc voilà, je me suis dit, allez, il y a un peu de droit et on dérive vers quelque chose qui bouge un peu, allons-y. Et d'ailleurs, j'avais l'impression que c'était plutôt, en tout cas sur le papier, à ta place, puisque j'ai vu que tu avais des travaux, je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas c'est un homonyme si ce n'est pas toi, sur la vente en l'état futur d'achèvement des promoteurs aux bailleurs sociaux. C'est mon mémoire de fin d'études. Exactement. Bailleurs sociaux qui a été choisi par tes enseignants et qui a été publié. Oui, c'est vrai. Donc, tu étais quand même plutôt bien en place, on va dire. Oui, c'était mon mémoire de fin d'études. Oui, c'était mon mémoire de fin d'études, en effet. J'ai été lauréate. Bon, voilà, c'était un petit moment de gloire. En vente sur Amazon à 2,90 €. Il n'est plus disponible. Ah, zut. Sold out. Je le donne aujourd'hui. Et tu as fait ce métier pendant combien de temps ? J'ai fait ce métier de 2013 à 2018. Donc 5 ans. 5 ans, ouais. Et à quel moment tu as décidé de tout plaquer ? Et est-ce que ça s'est passé comme ça ? Ouais, c'était un long process. D'abord, c'est parti d'un mal-être intérieur. En fait, c'était un métier intéressant. Franchement, on ne va pas dénigrer ce métier. C'était un métier valorisant, intéressant. J'avais une bonne équipe. C'était une boîte vraiment super, tu vois. C'était une boîte assez familiale. Gros groupe maintenant, mais boîte assez familiale finalement.
Mais j'étais pas stimulée, j'étais malheureuse dans mon métier. Je sais pas. En fait, c'est venu un peu comme ça, tu vois. Tu sais que ça va pas, et puis ça monte petit à petit, mais ça se fait pas en un jour. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais voir une coach professionnelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je connais une coach professionnelle. Donc, je me dis, bon, allez, on n'a rien à perdre. Un peu thérapeute, coach pro. Donc, tu la vois, elle te dit, t'es un peu malheureuse parce que t'es pas forcément à ta place dans ton travail. Alors tu dis, j'ai quand même fait 5 ans d'études, à la sueur de mon front. C'était pas sympa, Paris 2. Est-ce que je vais bazarder tout ça, tu vois? C'est ça le problème, je trouve, des reconversions. Et bon, alors, ça se fait en un jour, elle t'amène petit à petit, déjà, elle te fait comprendre, elle te fait, comment dire? Elle te fait prendre conscience de ce que tu aimes bien, tu vois. Et bon, c'est sûr que l'image et les métiers créatifs, moi, ça a toujours été mon kiff, tu vois. Enfin, même quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais visité l'école Boulle et l'école Estienne en me disant, ouais, moi, je vais être graphiste, je vais bosser dans la pub, etc. Puis en sortant, je me suis dit, mais alors, pas du tout, je vais mourir de faim. Il faut que j'aille vers un truc structuré, vers un CDI en entreprise, etc. Parce que j'avais une vision des métiers artistiques qui était très négative. C'est pas sympa de dire ça, mais je me disais, on peut pas gagner sa vie à moins d'intégrer Publicis. Et encore, franchement, c'est des images totalement faussées parce que même quand tu intègres des grands groupes de pub, c'est hyper dur et ça veut pas dire que tu es bien dans ta vie, tu vois. Mais je me disais, soit c'est un métier où tu vas en baver toute ta vie et tu vas pas gagner ta vie, soit il faut vraiment être successful et pour être bien dans ce domaine, tu vois. Alors que des métiers de bureau juridique, tu t'en sors si tu suis ton chemin. Voilà. C'est la sécurité. Le CDI. Le CDI. Le fameux CDI. Le fameux CDI. Ouais. Et donc, avec cette coach, donc avec cette coach, je tourne autour des métiers de l'image, du son, de la créativité, en disant non. À chaque fois, je ressors en me disant non, c'est pas possible, je peux pas. Puis je m'y intéresse petit à petit, tu vois. Je commence à un peu regarder les agences de prod en me disant est-ce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, tu vois. Parce que moi, la question, c'est est-ce que c'est un vrai métier de vivre de ça, tu vois. C'était ça ma question. Donc je vois que oui, il y a des gens qui gagnent leur vie et qui sont à la tête d'agences de production audiovisuelle, en tout cas dans ces domaines. Mais je suis toujours un petit peu réfractaire. Et puis, le mal-être grandit, voilà, jusqu'à arriver à saturation. Et puis, moi, j'en parle autour de moi. Et puis, j'ai des gens qui me tendent un peu la main en me disant, voilà, si tu veux te faire la main, essayer de prendre une caméra, filmer un petit projet à gauche, un petit projet à droite, voir déjà si ça te plaît, tu vois, avant de tout lâcher. Déjà, il faut voir si ça te plaît, tu vois. Donc, avec ma coach, on en arrive au métier de l'image. C'est elle qui me guide un peu là-dessus. Et c'est vrai que quand il y a un retour en arrière, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours filmé tout, j'avais toujours des caméras dans les mains, mais c'est quelque chose que j'avais totalement occulté un peu dans mon cerveau. Mais c'est vrai que j'aimais bien filmer. J'aimais bien filmer tout le temps, je sais pas pourquoi, mais... Depuis l'âge de 15 ans ? Ouais, mais même avant, j'ai eu des tonnes de caméras que j'ai cassées, Voilà, je pense qu'à chaque fois à Noël, je demandais une caméra, tu vois. Ah. Ouais. Mais c'était un truc à côté dans ma vie, tu vois. C'était une passion, voilà, c'était un hobby, tu vois. Et du coup, bien sûr, les choses n'arrivent pas par hasard. Dans mon cercle d'amis, j'avais une amie qui était dans la production audiovisuelle, donc je vais la voir, je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord ?» Donc je suis toujours à mon poste à ce moment-là. Est-ce que tu es d'accord pour m'aider, pour me donner des cours, me montrer un peu en quoi ça consiste ? Et en parallèle de ça, j'ai mon frère qui travaille dans un magazine de santé naturelle et qui me dit « Écoute, on a besoin de petites vidéos pour mettre en avant nos produits. On n'a pas de budget, bien sûr, ça commence toujours comme ça. Est-ce que tu veux te faire la main ? C'est gagnant-gagnant pour eux, pour toi, et tu vois si ça te plaît. » Donc je suis formée par Lucie, toujours à mon poste. Lucie, c'est ton amie ? Lucie, c'est mon amie, oui. Donc elle me forme, elle me prête son matériel, adorable, on la remercie. Et en parallèle de ça, je continue à travailler pour le groupe d'immobilier et je fais des petites vidéos. Bon, c'était pas des vidéos extraordinaires, mais
Moi, je sors de ces vidéos, mais genre, je suis hyper fière, quoi. Je me dis, mais c'est dingue ce qu'on peut faire. Alors que maintenant, je les regarde, je me dis, mon Dieu, il y a tout à refaire. Mais ouais, donc c'est vrai que là, je me dis, oui, il y a un truc, tu vois. Et puis, ils me commandent tous les mois, ils me commandent 4 vidéos. Donc, je fais mes petites vidéos, etc., etc. Et puis, je me dis, bah, j'ai un client, tu vois. Ouais. Un client qui me rapporte pas beaucoup, mais j'ai un client. Mais qui te demande tous les mois 4 vidéos. Qui me demande tous les mois... entre 3 et 4 vidéos, des mini-vidéos, tu vois, mais il y a une récurrence, tu vois. Et en plus, tu continues de travailler. Oui, mais bon, du coup, comme tu es passionnée, bah, tu fais ça le soir et le week-end, tu vois. Alors, je me rends compte avec du recul que j'ai une petite rentrée d'argent. Petite, attention, on va pas mentir, hein. Petite rentrée d'argent. Et voilà, donc là, bon, bah, forcément, tu te retrouves face à un dilemme, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je saute dans le grand bain ou pas? Donc, j'étais quand même convaincue qu'on pouvait potentiellement avoir une demande, alors qu'on n'était pas forcément expert dans un domaine. Parce qu'en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, quand tu commences, tu te dis, est-ce que quelqu'un va être sympa? Est-ce que quelqu'un va me tendre la main pour me faire travailler? Et en fait, tu te rends compte que les gens en face, ils ont des besoins. Ils ont des besoins, tu vois. Alors, ils ont des besoins, pas pour n'importe qui, à n'importe quel prix, tu vois, mais en fait, il y a une réelle demande dans n'importe quel domaine. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu passes du côté presta et tu te dis au début, bon, bah, ils sont très sympas de me faire travailler. Puis après, voilà, tu comprends qu'en fait, tu viens combler un besoin, ce qui est assez intéressant. Et que ce que tu leur proposes leur convient. C'est aussi ça. Oui, voilà. Tout de même. Et ça, oui. C'est surtout quand il y a de nouvelles commandes, tu te dis, ah, donc en fait, ça plaît. Ça, c'est hyper important ce que tu dis parce qu'au début, tu te sens pas trop. T'envoies le truc avec le cœur qui bat et tu te dis, est-ce que ça va plaire? Donc là, en fait, tu arrives dans le métier de production de contenu vidéo sans formation finalement. Alors si, pardon. Donc Lucie, qu'on embrasse, me prête sa caméra, me prête son matériel. J'apprends avec elle. Je la suis sur des tournages. Donc je la suis sur des tournages. Je l'assiste en fait. Et en parallèle de ça, je me forme sur Internet, donc avec des plateformes de formation classiques. J'ai Udemy qui me revient en tête, mais il y en a des tonnes, vraiment. Je ne fais pas appel à mon CPF, erreur, je pense, parce que ça, c'est une mine d'or. Mais oui, il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Je fais des cours avec la ville de Paris, je prends des cours avec la ville de Paris pour me former sur Photoshop. Et ça ne veut pas dire que je suis devenue une brute Photoshop. Mais voilà, en gros, de toute façon, c'est ça qui est extraordinaire. On a trop de chance. Aujourd'hui, tu peux négocier une rupture conventionnelle, avoir 2 ans de chômage, te former. Tout ça, c'est très, très accessible. Alors du coup, si on reprend la chronologie... Ah oui, pardon, je parle dans tous les sens. Alors, la chronologie, c'est... on va dire l'année 2018. Je produis du contenu toujours avec ce premier client. Je suis formée en parallèle par Lucie, je me forme et je fais des projets à droite à gauche avec des personnes qui sont OK pour être filmées. Donc là, j'écris à mon réseau et je leur dis « Est-ce que tu as besoin d'une vidéo ? J'ai besoin de me faire la main. » Et je m'entraîne, quoi. Et là, tu es toujours en poste? Je suis toujours en poste. D'accord. Donc... Je suis toujours en poste jusqu'à ce que je prenne la décision de prendre mes responsabilités et de me dire « Allez, je me lance dans le grand bain ». Et donc là, je pense que ce jour-là, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Donc je suis allée négocier avec mon directeur ma rupture conventionnelle. Je ne sais pas comment ce jour-là, mais je pense que j'ai mis 6 mois à prendre la décision. C'était un jour, il n'y avait personne dans le bureau, il y avait mon directeur. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on y va, tu vois. Il s'y attendait? Pas du tout, mais j'ai eu un soutien immédiat. Et c'est ça auquel je ne m'attendais pas, tu vois. J'étais très étonnée. Je lui ai dit, voilà, je ne suis plus épanouie dans ce travail. Je voudrais aller vers la production de contenu audiovisuel. Déjà, quand je disais ça, je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est réel? Et il m'a dit, OK, tout de suite. Tout de suite. Et c'était une libération, quoi. Limite, tu reviens à ton poste et tu dis, attends, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Et donc après, ce qui est extraordinaire, c'est que tu l'annonces à tes collègues et en fait, il y a un mouvement de soutien unanime, tu vois, où les gens sont hyper contents pour toi. Mais oui, mais c'est super, mais fais ce que tu as envie de faire.
Et ce qui est génial, c'est que l'histoire, elle est chouette parce qu'aujourd'hui, je travaille pour eux, tu vois. Je leur produis des films. Et d'ailleurs, je me souviens parce que le service com m'avait dit peut-être que tu viendras nous produire des films. Dans ma tête, je me disais voilà, on est très très loin de ça. Attendez les amis. Et puis finalement, aujourd'hui, on travaille ensemble, tu vois. Donc ça, c'est super. Donc oui, très bon accueil. Parce que c'est aussi important d'être soutenu, tu vois, quand tu te sens pas hyper rassuré par ta voix. Enfin moi, ce qui était mon cas. J'avais besoin d'être rassurée et j'ai été portée, vraiment, ils m'ont fait un pot de départ super, ils m'ont offert du matériel, tu vois. Enfin, mine de rien, c'est hyper appréciable. C'est un soutien, oui. Ouais, c'est un soutien. Donc voilà, donc je me retrouve mai 2018 toute seule avec mon matériel et je me dis, bon, là, tu as 1 an pour créer du beau contenu parce qu'il faut quand tu travailles dans l'image, tu peux pas bluffer, il faut être dans le beau et dans du contenu intéressant, dans du contenu attirant. Et puis il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, pendant 1 an, tu as le chômage, ce qui te permet peut-être aussi financièrement voilà, de pouvoir je assurer produis du contenu à droite à gauche. Je me retrouve à travailler pour un média culinaire qui fait des vidéos pour apprendre aux enfants à cuisiner. Et ils m'appellent, ils me disent on a Michel Roth, le grand cuisinier, qui est OK pour faire une recette, être filmé, etc. Je me dis attends, je vais filmer Michel Roth, là comment ça se passe quoi, enfin, tu vois, donc ça s'est bien passé, hein, ça s'est fait quoi. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu es lancé, t'as peur, mais t'y vas. Moi, j'ai toujours dit oui, alors qu'avant, je disais souvent non, tu vois. Et là, tu y vas, tu sais que tu prends des risques, tu sais que tu te mets en danger, tu sais qu'on va te juger sur quelque chose, mais tu y vas. Donc 1 an à faire un portfolio, on va dire, créer une petite plateforme avec un site, etc. Et puis après, au bout d'1 an, tu fais ton mail, tu l'envoies à ton réseau et tu dis bonjour, voici ma société de production, est-ce que vous avez du travail pour moi quoi? Et ça marche. Alors, oui, il y a des gens qui te tendent la main, oui. Ouais, il y a des gens qui te tendent la main. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'au début, tu te dis, je vais avoir 0 réponse. Et en fait, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des besoins. Donc, j'ai commencé à travailler pour une boîte qui vendait des bureaux, une plateforme de location de bureaux, tu vois, avec des petits budgets. Hein, je ne vais pas mentir, au début, c'était des petits budgets. Et c'était génial parce qu'on allait voir leurs clients. Donc on s'est retrouvés chez Balzac Paris, chez Michel Augustin. Donc moi tout de suite j'étais mais c'est extraordinaire, on va aller filmer des entreprises. Enfin ça j'adorais ça, tu vois le côté tu vas découvrir un business, de l'humain, voilà c'est et puis enfin c'est hyper tu crées du contenu et en même temps il y a de l'apprentissage derrière. Moi c'est ça que j'aime bien dans ce métier. Voilà, j'ai commencé comme ça, et puis après, le réseau, tu publies, tu postes, tu continues à en parler, et puis il y en a un qui te fait travailler, et puis il y en a un autre qui te fait travailler, et puis voilà quoi. À l'époque, tu étais vraiment toute seule? À l'époque, j'étais toute seule, ouais. Tu faisais tout toute seule? Je filmais, je montais, je faisais tout toute seule, ouais. Et aujourd'hui, je fais aussi une partie toute seule, tu vois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est moi, à long terme, j'aimerais avoir des gens avec qui travailler tous les jours. Ça n'a rien à voir de travailler seule et de travailler en équipe. Ça, c'est sûr. Et ça, pour le coup, tu l'as connu, de travailler avec une équipe. Oui, et ça, j'adore. Parce que tu es boosté dans ta créativité, dans les idées, dans les échanges, et ça n'a rien à voir. À l'époque où tu prends cette décision, comment réagissent tes proches? C'est mitigé. Voilà. Les parents, pas très, très contents de cette décision, pour être honnête. Mais finalement, aujourd'hui, ils sont à fond avec moi. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu soutiens tes enfants, tu leur finances des études. Il faut aussi se mettre à leur place. Et puis... L'époque de nos parents, c'était la sécurité, c'était le CDI, c'était voilà, tu as un travail et toute ta vie, tu as le même travail, tu vois. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même configuration. Tu peux avoir plusieurs métiers, plusieurs vies professionnelles parce que déjà, le travail est beaucoup plus accessible qu'avant. Et puis en plus, tu peux te renouveler, tu peux te former. Tu passes d'un travail à une autre. D'ailleurs, on le voit dans les entreprises, il y a de la mobilité
Avant, il y avait beaucoup de mobilité verticale. Maintenant, il y a de la mobilité horizontale. Tu commences par un travail et puis finalement, après, tu vas dans un autre secteur. Et c'est là que tu deviens polyvalent. Du coup, les parents, tétanisés. Comment tu vas quitter ton CDI? Donc, un secteur qui fonctionne bien, avec un poste de cadre et d'encadrement. Après 5 ans, bon, c'est sûr qu'ils peuvent... Oui, tu as des primes, une voiture de fonction, des congés payés. C'est vrai qu'on va pas... Enfin, le CDI, je ne le dénigre pas du tout. Et au contraire, c'est la sécurité, c'est le confort. Et moi, j'étais très, très attachée à ça, tu vois. C'est ça qui m'a bloquée, parce que jamais j'aurais pensé être à mon compte. Donc, je comprends cette peur. Mais comment tu vas faire? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne va pas mentir, c'est très important de se bouger, d'anticiper sa trésorerie, de prospecter, d'aller chercher des clients, d'assurer une rentrée d'argent régulière pour éviter de se retrouver sans pouvoir payer son loyer. On va pas... L'indépendance, c'est une prise de risque, c'est vrai. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux prévoir tout ça. C'est-à-dire que quand tu pars avec une rupture conventionnelle, tu pars avec une indemnité de rupture. Si tu es organisé, tu la mets de côté. Tu te dis, ça, c'est mon parachute s'il se passe quelque chose, un problème financier. Si je n'ai pas de rentrée d'argent régulière, si mes clients ne payent pas à temps, etc. Quoique maintenant, il y a des plateformes qui permettent aux clients de payer à temps, qui t'avancent l'argent et qui derrière vont chercher l'argent auprès des entreprises. Voilà, il faut se structurer. Ça, c'est très important. Mais j'ai été très soutenue par une autre partie de mon entourage qui m'a dit, qui me voyait malheureuse, vraiment, et qui m'a dit, vas-y, fonce. En fait, c'est extraordinaire parce qu'avant de foncer, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Dans quoi je m'engage? Je suis en train de tourner une page et je ne pourrais plus jamais y retourner, tu vois. Et en fait, pas du tout. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as 2 ans, au pire, tu retrouves un métier, tu retrouves un travail dans ton domaine antérieur. Et en fait, il n'y a pas tant de prise de risque que ça, parce qu'on a le parachute du chômage. Et ça, c'est extraordinaire. On a beaucoup de chance d'avoir ça. Comment tu as fait coïncider ce changement avec ta vie personnelle, familiale Ça n'a pas du tout été un sujet. À l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc je pouvais travailler le soir et le week-end s'il fallait pour rendre des projets. Je n'ai pas rencontré de blocage à ce niveau-là. Il n'y avait pas de sujet vie pro, vie perso. Non. Mais il y avait beaucoup de soutien dans le perso. Ouais. On m'a beaucoup soutenue. Tu vois, quand je reviens en arrière, je me dis comment j'ai eu le courage de faire ça. Tu vois, je trouve ça courageux maintenant après coup. Et en fait, j'ai été portée par quelque chose qui me disait, en fait, tu ne peux plus faire ce travail tous les jours. C'est comme ça, ça me rendait trop malheureuse. Alors que, encore une fois, le travail que je faisais tous les jours, il n'était pas du tout affreux, tu vois. Mais j'étais poussée vers la sortie, clairement, vers quelque chose qui me disait, là, il faut changer. C'était pas ta place, en fait. J'étais pas à ma place, ouais. J'étais pas à ma place, ouais. En 2020, le Covid arrive en France. C'était pas sympa. À quel moment de ton histoire le Covid intervient? À un moment où je suis en pleine construction, j'ai des clients. J'ai à peu près 5 clients qui me font vivre. Moi, le Covid, bizarrement, ne m'a pas trop impactée. Je suis partie me confiner avec des projets en cours. Et j'ai eu 2 mois total. J'ai eu 2 mois au total sans activité. Ouais. Et après, j'ai eu des aides, parce qu'on avait des aides. Donc après, l'activité est repartie. Ouais, moi, le Covid ne m'a pas trop mis dedans. T'as juste eu à anticiper un peu en termes de trésor, des choses comme ça, mais même pas? Tu dis 2 mois sans activité, ça n'a pas eu d'impact sur ton activité globalement, quoi. Non, si, j'ai eu 2 mois avec 0 € de chiffre d'affaires. Ouais, peut-être 3 mois. Ouais. J'ai eu 3 mois avec 0 € de chiffre... Non, ouais, on va y revenir. J'ai eu 3 mois avec 0 € de chiffre d'affaires. Et après, c'est reparti tout doucement, mais j'avais des aides et j'avais toujours cette trésorerie
du départ, qui était mon indemnité de rupture conventionnelle que j'avais bien mis de côté, parce que la peur de manquer. Donc j'avais un parachute, au cas où. Bien gérer tout ça. Ouais, mais ça c'est important par contre. On sent que c'est important. Non, mais c'est vrai. Alors moi, c'est une de mes peurs, de ne pas pouvoir payer mon loyer, mais je pense quand même que c'est une réalité. Ah oui. C'est ma peur à moi, mais c'est aussi une réalité quand même. Quand tu es à ton compte, tu peux pas partir. Et en même temps, je dis ça, il y a plein de gens qui partent sans parachute et qui, à force de persévérance, y arrivent. Donc bon, chaque personne est différente là-dessus. Mais aujourd'hui, le Studio Plume fonctionne bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire justement ce fameux studio, le pitcher? Alors, Studio Plume, c'est une agence de production audiovisuelle qui crée du contenu vidéo pour les entreprises. On est spécialisé dans la vidéo corporate. Donc, pas de cinéma, pas de film, pas de grosses productions, pas de spot télé. C'est de la vidéo d'entreprise. Donc, ça peut être de la vidéo événementielle, de la vidéo interview, marque employeur. Voilà, ça touche à tous les niveaux pour la communication interne ou externe des entreprises. Donc, pour te donner un exemple, là, on travaille pour un groupe d'immobilier qui est en train de commercialiser un immeuble de bureau qui est en construction. Donc, on a fait un film sur le chantier pour mettre en avant l'humain. On est allé aussi interviewer l'architecte du projet qui a montré la vision, sa vision au niveau de la conception, comment il a pensé, comment il a imaginé le bâtiment à la base. Et puis après, tu as tout type de contenu. Qu'est-ce que je pourrais te citer? On fait pas mal de vidéos immobilier parce que moi, je suis issue de l'immobilier, donc j'ai mon réseau de l'immobilier qui me fait travailler. Donc ça, c'est des vidéos drone. On vient mettre en avant des villes, des secteurs, des bâtiments. Voilà, mais ça touche à toutes les thématiques. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que tu es au croisement de tes deux... De mes deux activités. Bah, c'est vrai que je suis plus à l'aise dans les vidéos immobilier parce que c'est mon secteur. Mais j'adore. Je suis très ouverte sur les thématiques. Ouais. Ce qui est génial dans ce métier, c'est que tu pars de zéro, tu ne connais pas le sujet, et puis tu t'apprends. Et puis En fait, on est là pour vulgariser et rendre beau, présentable un sujet. Pour moi, c'est ma mission. Et tu travailles, parce que là, tu dis à nouveau on, et cette fois, en fait, en ce moment, tu travailles avec une équipe. Ce sont des freelances, mais quand même, c'est une équipe. Alors, j'ai de la chance d'avoir eu des plus gros projets. Donc, quand tu as du budget, tu peux faire appel à un illustrateur qui, derrière, va faire la DA de la vidéo, la direction artistique. Puis derrière, un motion designer qui va animer toute cette partie DA de vidéo. Tu vas aussi faire appel à un cadreur et un pilote de drone. Je travaille aussi avec une et un pilote de drone qui permettent d'avoir des images aériennes. Et ça, c'est sûr que ça donne une autre dimension à certains projets. Qui dit équipe dit aussi que, effectivement, les projets travail collectif. Voilà, travail collectif. Travail collectif dit déjà plus belle réalisation, ça c'est sûr. C'est certain. De toute façon, quand tu travailles avec des gens... Tout seul, tu as ton expertise, mais à plusieurs, tu as l'expertise de tout le monde. Et c'est certain, tu vas vers quelque chose de plus qualitatif. Du coup, tu peux répondre mieux à la demande du client. Ouais. Selon toi, quels sont les traits de ta personnalité qui t'ont aidé dans ce changement de vie? Foncer sans réfléchir. C'est mon gros problème, mais en même temps, ma force, ouais. Moi, je fonce, j'y vais, quoi. Alors, une fois que j'ai dépassé ma peur, j'y vais. J'y vais très fort. Et c'est surtout oser, en fait, il faut oser, il faut pas avoir peur. Une fois que tu as dépassé cette peur, il faut y aller, quoi. Enfin, moi, je dis à tout le monde, vas-y, lance-toi. Tu vois, quand tu m'as parlé de ton podcast, je me suis dit, mais c'est génial. C'est vrai, je me souviens de notre conversation. Ouais, moi, je trouve ça absolument génial. Il faut se lancer. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont très timides, et je l'étais, donc je comprends tout à fait ces peurs, mais qui n'osent pas se lancer et vivre de leur passion, parce qu'on a peur de ne pas gagner d'argent, parce qu'on a peur d'être un imposteur, de ne pas être légitime, etc. Moi, j'ai encore cette question de la légitimité. J'ai le syndrome de l'imposteur, c'est vrai. Après, à force d'être rémunérée et qu'on vienne me chercher pour des projets, parfois je me dis, c'est bon, maintenant, ça va.
Mais c'est quelque chose qui m'a longtemps suivi, ce syndrome de l'imposteur, c'est vrai. Mais il faut oser, il faut y aller, il faut oser faire les choses. Ça, c'est vraiment très important. Quel est l'objet qui symbolise ton changement de vie? Ma caméra, tout simplement. Tout simplement. Ma caméra prêtée par Lucie en 2018, qui n'était pas ma caméra. Voilà. Cette caméra-là, alors. Cette caméra-là, ouais. Un Panasonic GH4. On est parti de très loin. Et le morceau de musique qui t'a accompagné durant ton parcours, ou un texte, une lecture? Alors là, je n'ai pas le titre en tête. C'est un morceau de musique que j'adore. Et j'ai fait un film, l'un de mes premiers films, je l'ai fait sur un parc en bas de chez moi. Totalement bizarre, mais ce film, il m'a portée parce que je trouvais ça génial en fait. C'est mon frère qui m'a dit « Prends ta caméra, va filmer tout ce que tu peux filmer en bas de chez toi ». Donc je suis allée dans un parc et j'ai filmé des enfants en train de courir, des basketteurs, des personnes en train de se promener. Et j'ai mis ce morceau de musique sur le film. Et franchement, j'ai pleuré. Je trouvais ça trop beau et c'est là que je me suis dit, bon allez, on y va quand même, ce serait con de pas y aller quoi. Ouais. C'est à ce moment-là que tu t'es dit ça? Ou bien ce film, il m'a fait basculer, ouais. Bah tu vois, c'est ça qui est beau, parce que quand t'es à ta place, ça te crée des émotions. Ça, on n'en a pas assez parlé des émotions que ça crée. Mais bon. C'est quoi tes émotions? Ah, moi, c'est les émotions. Moi, j'adore l'image, c'est les émotions. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, tu arrives pour un projet qui est simple, et puis tu interviews quelqu'un et les gens se livrent. Mais c'est incroyable. Bah, tu vas le voir dans les podcasts. Les gens se livrent derrière la caméra et tu les emmènes quand tu as du temps. Hein, parce que, attends, tous les projets sont pas comme ça. Parfois, tu es timé, tu arrives, tu poses la caméra, tu repars. Mais en général, quand tu arrives à créer un petit peu du lien humain au début, tu te rends compte que les gens, ils sont heureux de parler d'eux, de leur activité, et ils sont heureux d'aider et d'apporter quelque chose, tu vois. Et on peut penser que ça n'arrive pas dans la vidéo corporate, la vidéo d'entreprise, mais si, finalement. Tu vois, parce que quelqu'un qui a un poste lambda dans une entreprise, et ben finalement, tu découvres son travail, tu découvres son quotidien, et tu te rends compte que il y a une vraie histoire derrière cette personne, tu vois. Et c'est souvent ça, que j'ai adoré dans ce métier. C'est ça que j'adore dans ce métier. Au-delà de rendre quelque chose de beau, c'est l'humain derrière. Et l'humain derrière, c'est génial. Est-ce que tu utilises des acquis de ton ancienne vie dans ta nouvelle vie? Bien sûr. Tout le temps. Déjà, la rédaction, les tableaux Excel, très important. L'organisation, la structure et le relationnel client. Donc avant, moi, j'étais de l'autre côté, j'étais donneur d'ordre et je gérais des prestataires. J'aime pas trop ce mot, donneur d'ordre, mais j'étais chef de projet, tu vois. Et maintenant, je suis de l'autre côté et donc je sais ce qu'un client... J'avais quand même cet acquis... il faut être assez diplomate quand même quand tu es du côté prestataire, tu vois. Parce que parfois, tu te fais un peu taper sur les doigts. Voilà, ça arrive, hein, tu t'envoies un projet, ça ne correspond pas à ce que le client avait en tête. Et donc là, c'est le moment où tu es un peu blessé dans ton ego, où tu te dis, bon, j'ai pas su répondre à la demande, mais là, il faut faire patte blanche, et tu repars, et tu fais la V2, et tu fais la V3, et la V4, dans la limite de ce qui avait été décidé, tu vois. Donc le relationnel, c'est très, très important. Donc j'ai appris le relationnel, j'ai appris à être structurée, j'ai appris à bien rédiger des mails, à bien rédiger des contrats, et à être... j'ai appris à être polyvalente, quoi. C'est un mot qui revient souvent, polyvalent, maintenant dans ton... Ouais, c'est vrai que quand t'es... oui, là, il faut être polyvalent, hein, plus que tout. Hein. T'as intérêt. J'espère un jour être que sur la partie production et avoir une ou un associé qui fasse du commercial, de la com et du développement d'entreprise. Parce que c'est pas évident d'être sur tous les volets. Tu dois communiquer, tu dois prospecter, tu dois produire, tu dois gérer tes finances, gérer tes factures et tout ça en même temps. Tu es obligé d'être polyvalent. C'est pas un choix, mais c'est aussi une force, ouais. Tu dirais qu'il est plus facile de changer de vie à 30 ans ou à 50 ans? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. À 30 ans, tu as beaucoup d'énergie,
Tu as ta vie professionnelle devant toi, tu n'as même pas fait un ou deux jobs. Bon, maintenant, il y a beaucoup de turnover, mais oui, c'est sûr que c'est facile à 30 ans parce que tu es au début de ta vie professionnelle, tu vois. Mais à 50 ans, tu sais ce que tu ne veux plus et tu as plus de maturité. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Que t'a apporté ce changement de vie? De ne plus avoir le cafard du dimanche soir. Quand tu vis d'un travail que tu aimes bien, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que c'est super tous les jours, voilà, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu as beaucoup travaillé pour réussir à mener ce changement de vie quand même. Oui, j'ai appris un métier que j'apprends encore, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai beaucoup travaillé? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup travaillé. Parce qu'en fait, c'était un plaisir de faire ce que je faisais. En fait, c'est ça qui était extraordinaire quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, c'est que je n'avais pas le sentiment de travailler. Je trouvais que mes journées étaient géniales. Et du coup, oui, j'ai travaillé, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir. Aujourd'hui, maintenant que les projets sont plus conséquents, qu'il y a plus de demandes, on revient à un rythme de travail, voilà. Mais au début, c'est vrai que tu te dis, c'est extraordinaire, je fais quelque chose que j'aime de 8h à 19h, tu vois. Que pourrais-tu dire aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de changer de vie? Je leur dirais, il faut oser faire les choses, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Les peurs, elles sont souvent liées au jugement des autres, elles sont souvent liées à des angoisses financières. Les angoisses financières, ça se gère. On peut s'organiser, on peut être aidé par le chômage, on peut anticiper, créer une réserve financière pour ensuite se lancer dans le grand bain. Et les autres, en fait, il n'y a que nous qui avons peur du jugement. Moi, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi, tu vois. Il y a eu des personnes qui m'ont dit « Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment ça se passe ?» Donc ça, c'est des gens qui ont leur propre peur et on ne les juge pas du tout. Et il y en a d'autres qui étaient passionnés, tu vois, et qui m'ont dit « Mais c'est génial, vas-y, fonce, tu vois. » Donc il faut écouter ses émotions et il faut se lancer. Et puis, en fait, rien n'est irréversible dans la vie. Si ça ne marche pas, eh ben, c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'arrêtais pas de me dire. Je me disais, mais encore aujourd'hui, je me dis, si un jour j'ai plus de clients, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher un travail dans une agence de production audiovisuelle, voilà, tout simplement, en fait. Si on fait bien les choses avec du cœur, on finit par y arriver. Enfin, et surtout, quand on est à sa place, on finit par y arriver, je pense. Donc, il faut oser faire les choses. N'ayez pas peur, lancez-vous. Moi, je coach tout le monde. Tu veux faire quelque chose? Vas-y, fonce. Merci à Mathilde Twil pour sa confiance et la sensibilité de cet échange. Merci à Arnaud Momenceau pour la qualité et la richesse sonore de cet épisode, du travail de pro, irremplaçable. Toutes les références évoquées par Mathilde sont dans la présentation de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Comme une évidence. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.